Diable Gris vous pose une question un petit peu plus personnelle et aimerait savoir quelles sont vos grandes influences, affinités, notamment littéraires. Oula, ça c'est un vaste sujet. Je vois que notre audience continue d'augmenter, ce qui est rare. C'est-à-dire que l'audience ne décroît pas avec le temps, elle augmente. On est à 2175 personnes instantanées en ce moment, donc il y a une montée, c'est bien. Merci à toutes et à tous. Et il s'agit que de l'audience instantanée, c'est-à-dire après tous les gens qui vont visionner ça. Et je vois que nous avons également fait encore un adhérent ou une adhérente à 29 734, mais on ne m'indique pas quel est le département d'où cet adhérent ou cette adhérente est originaire. Mes influences littéraires, c'est toujours très difficile de répondre à ça parce que bon, je viens d'avoir 60 ans, ça fait quand même, je lis depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait quand même longtemps que je lis beaucoup de choses. Et donc j'ai lu beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors ça dépend aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du domaine de la littérature française ou des littératures étrangères? En littérature étrangère, j'ai lu beaucoup des romans russes, bien sûr. Pour moi, le plus grand romancier au monde, c'est sans doute Dostoïevski, je pense. Je suis pas le seul à le penser. Mais il y a aussi d'autres grands Russes, Gogol, Tolstoï, etc. Mais en termes de romans, l'Idiot ou les frères Karamazov, mais l'Idiot est un prodigieux. Il y a aussi, j'ai lu des romans d'Amérique latine, de Garcia Marquez, j'ai lu des romans pas mal du Japon, d'écrivains japonais. Kawabata, Inoue, comment dirais-je, Mishima, etc., qui a chacun avec son style, avec son littérature américaine aussi, bien sûr, littérature anglaise. Enfin, j'ai lu beaucoup de littérature étrangère, j'ai lu beaucoup de littérature française. Disons que depuis quelques années, j'ai tendance à moins lire de choses comme ça. Je m'intéresse, hélas, je suis un peu obligé de m'intéresser plus à l'actualité, à lire des essais politiques. Mais j'avoue aussi que dans ma formation, j'ai vraiment beaucoup lu. Je m'intéresse beaucoup aux grands textes de l'humanité. Je crois déjà d'ailleurs l'avoir montré, puisque j'ai lu, alors pas tout bien sûr, mais j'ai lu quand même les principales sourates du Coran. J'ai lu la Bhagavad Gita, qui est le cœur même du Mahabharata, qui est le cœur de la civilisation indienne. Et s'il y avait un ouvrage à lire pour les gens qui m'écoutent, pour essayer de comprendre l'Inde, c'est la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, lorsque Krishna apparaît au guerrier Arjuna. Évidemment, il ne faut pas lire ça dans une version sans commentaire. Et je conseille... alors moi, j'ai une version qui est très érudite, faite par un sage indien qui s'appelait Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada, je dis ça de mémoire, qui est extrêmement érudite et qui explique point par point ce que c'est. Mais c'est tout à fait intéressant et prodigieux. C'est là que vous avez le système des castes indiennes, le système du samsara, c'est-à-dire du cycle des réincarnations, le système du karma, c'est-à-dire les actes commis au cours de la vie en plus ou en moins, le système du dharma, c'est-à-dire l'ordre du monde qu'il faut respecter. On ne peut pas comprendre l'Inde et l'ensemble du monde indien si on n'a pas lu la Bhagavad Gita. Il faut également lire les Upanishads. Également, bon, il y a beaucoup de textes à lire, mais disons les Upanishads et la Bhagavad Gita, c'est important pour comprendre le monde indien. Pareil, j'ai lu les Analectes de Confucius, les Entretiens de Confucius. On ne peut pas bien comprendre la Chine, le monde chinois, si on n'a pas lu Lao Tse, avec le Tao Te Ching, et si on n'a pas lu les conversations de Kongtse, de Confucius avec ses disciples. De la même façon, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais j'y reviens, la Bible, à la fois l'Ancien Testament pour le monde juif, et à la fois le Nouveau Testament pour le monde chrétien, avec également certains pères de l'Église, Saint Augustin, ou la patristique, comme on dit. Alors ça c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup intéressé à partir, disons, de la fin de l'adolescence, de l'âge adulte. Et je trouve que, voilà, la maturité venant, ce sont des choses que je trouve très très importantes à bien comprendre, pour essayer de comprendre en profondeur les peuples et les civilisations étrangères. D'ailleurs, à ce propos, puisqu'on parle de politique, c'est quand même une émission politique, c'est pas une émission de philosophie ou de théologie, alors je sais, certains vont me dire, j'ai pas parlé de philosophie. Oui, j'ai lu aussi des textes de philosophie. J'ai lu, je rassure nos adhérents qui viennent du Parti communiste, etc. J'ai lu le manifeste pour le Parti communiste. J'ai lu quelques extraits, pas beaucoup, mais c'est vrai, du Capital. J'ai lu aussi un certain nombre de grands philosophes
notamment les philosophes pas forcément très connus comme David Hume, qui est un Britannique, c'est tout à fait intéressant. Ce que je pense, c'est qu'un dirigeant politique devrait normalement être, être un peu sélectionné aussi là-dessus. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas avoir un dirigeant d'un grand pays du monde d'aujourd'hui qui soit totalement ignorant de toute cette littérature, de toute cette pensée, et qui témoigne de l'ensemble de l'univers. Voilà. C'est-à-dire, il faut avoir lu aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ce sont des choses qui m'ont beaucoup intéressé, certains mythes océaniens, de certains en Nouvelle-Calédonie, par exemple, ou des mythes aborigènes, pour comprendre aussi, par exemple, on ne peut pas comprendre le monde de l'Océanie si on n'a pas la vision que les peuples premiers, comme on disait encore il y a quelques années, si ces peuples d'origine, la vision qu'ils ont du monde, le fait de la non-appropriation possible des terres. Le référendum qui va avoir lieu en Nouvelle-Calédonie là, au mois de novembre, l'une des clés du problème, c'est la question de l'appropriation des terres. Et on a deux pensées totalement opposées entre la pensée occidentale pétrie de droit romain sur l'appropriation des terres et la pensée océanienne, qui est une pensée comme d'ailleurs on trouve en Afrique ou comme on va trouver dans certaines Amériques, c'est-à-dire l'idée que la terre est une mer nourricière, qu'on ne peut pas la vendre ni l'acheter, qu'on ne peut pas se l'approprier. Bref, tout ça pour dire que si on veut avoir un dirigeant qui défende avec intelligence, avec cœur, avec honnêteté, qui défende son propre pays, qui défende les intérêts de sa population, mais qui sache faire preuve d'empathie et de compréhension sur la façon dont les autres peuples comprennent. C'est de ça qu'il s'agit, c'est un sujet vraiment très très important. Eh bien, on aura soit des conflits, soit on aura des gens qui braderont les intérêts ou qui ne comprendront rien à rien. Monsieur Macron, je suis désolé de le dire, mais il a fait erreur sur erreur sur erreur sur erreur depuis qu'il est à l'Élysée. Voilà, lorsque il ne comprend pas, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas l'Europe de l'Est, et lorsqu'il se permet de critiquer la Pologne depuis la Bulgarie, c'est une erreur énorme. Lorsqu'il se rend au Burkina Faso et qu'il traite Roch Kaboré, le président du Burkina, presque comme un domestique en disant qu'il est allé réparer la climatisation, monsieur Macron se met à dos tous les Africains de l'Ouest. Ils ont raison d'être, parce que c'est insupportable, de prétention, de mépris, de méconnaissance de l'autre, de suffisance, d'arrogance. Voilà un petit peu à quoi je m'emporte, faut que j'arrête. Et j'ai d'autres questions à dire, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures, parce que j'y tiens beaucoup. Je pense que au XXIe siècle, plus encore que dans les siècles précédents, au XXIe, XXIIe siècle, dans la mesure où l'humanité est de plus en plus interconnectée, il faut avoir des dirigeants qui avec une certaine humilité intellectuelle, aient essayé de se pénétrer de toutes les grandes civilisations du monde et de la planète telle qu'elle est belle, c'est-à-dire avec toutes ces visions différentes de ce qu'est la vie sur Terre.